Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Génération Scanner. On est parti pour 1 heure pour discuter d'un sujet universel, un sujet qui traverse toutes les frontières et toutes les générations. Il s'agit évidemment de l'amour, des relations amoureuses. C'est parti pour des débats, de la formation et du rire avec Génération Scanner. Bienvenue ici chez Vedia, on est dans Génération Scanner, une émission qui est animée par l'association Scanner, une association qui parcourt toute la fédération Wallonie-Bruxelles pour donner la parole aux jeunes. Vous le voyez, je suis pas très vieux, sur le plateau on n'a pas non plus que des vieux avec nous et on va pouvoir discuter de sujets, de thématiques qui sont proches de notre génération. Alors si vous ne savez pas, on en fait en radio, en écrit et évidemment ici derrière le grand écran, derrière l'écran de votre cuisine et l'écran de votre ordinateur. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui vous parle, j'en suis sûr, l'amour et les relations amoureuses, et pour ça j'ai 3 professionnels, non je rigole, 3 jeunes de l'association qui vont discuter aussi bien de leur vécu, mais évidemment aussi de ce que vous avez fait comme recherche autour de ce sujet. Et je commence avec Simon. Alors tu es un des plus habitués du plateau ici, même si ça fait quand même que quelques émissions que tu es là. Comment tu sens cette émission ? Je la sens particulièrement bien, pardon. C'est un sujet, je pense qui est propice au débat, qui est propice aux blagues, qui est propice à la bonne entente. Et toi, normalement on fait une petite question un petit peu comme ça qui n'a rien à voir, mais toi tu aimes quoi par-dessus tout dans la vie ? Moi, j'aime bien me dépasser. J'aime bien me dire que tout n'est jamais acquis et qu'on peut se dépasser tout le temps, quoi. Simon, c'est le gym bro. Ah. On a aussi Joudia. Joudia, c'est ta toute première fois ici en plateau TV. Est-ce que tu es un peu stressée de participer pendant 1 heure quand même à une émission complète ? Je pense que j'ai été plus stressée pour la radio. Je suis quand même un peu stressée, mais ça va. C'est quand même étonnant parce qu'ici on a des lumières, on a des caméras, etc. Et on est en direct, comme ça on nous filme. Donc c'est quand même impressionnant, donc super chouette. Et toi, qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout dans la vie ? Je pense que je dirais l'écriture. C'est vraiment L'écriture. ma passion. Je fais ça matin, midi, soir. Dès que je peux le faire, je le fais. Ça tombe bien parce que Scanner de base c'est quand même une association qui s'est basée sur l'écrit, parce qu'on faisait des témoignages de jeunes d'abord en écrit avant de se développer dans d'autres formats comme ça, audiovisuels. Et enfin on a Clara. Clara, comment tu te sens ? Ça va. Moins stressée qu'à la première, mais il y a Ouais. toujours cette petite tension. Mais c'est de la bonne tension. C'est un sujet qui te parle aujourd'hui ? Oui, franchement, ça va être chouette. Ok, bah tant mieux. Et toi, même chose, même question que pour Joudia et Simon. Qu'est-ce que tu aimes par-dessus tout dans la vie ? Je dirais la nature. C'est trop chouette, c'est ressourçant, La avec de la nature. musique. Un peu, je pense qu'on en a de plus en plus besoin, vu à quel point on est dans une ère industrielle et numérique. Donc pourquoi pas aller retrouver les petits écureuils et les chiens dans les champs. Merci Clara. Toi, c'est la toute première fois que tu vas passer en première. Donc tu passes un peu sous le joug de l'émission. Tu vas faire ta toute première chronique. Tu reprends une chronique qu'on avait déjà fait avant, où tu nous expliques un concept. Et aujourd'hui, ça paraît simple. En même temps, c'est extrêmement compliqué de le définir de manière claire. Tu nous as préparé une petite vidéo pour nous dire, mais en fait, c'est quoi l'amour ? Alors oui, comme tu l'as dit au début, on va parler d'amour. Est-ce que c'est facile, difficile ou même impossible pour certains ? Dans ma vidéo, je vais expliquer ça avec de l'humour, comme toujours, pour voir ce qu'il apporte. L'amour. Ah, l'amour. Ce grand mystère qui fait battre nos cœurs, qui nous donne des papillons dans le ventre ou des migraines, selon les jours. C'est bien beau tout ça, mais en fait, c'est quoi l'amour ? Contrairement à ce qu'on voit dans les films, l'amour, ce n'est pas seulement de jolies déclarations sous la pluie, même si c'est super stylé quand même. D'après ce que je lis, c'est surtout un mélange complexe d'émotions, d'attachement et de chimie. Oui, de chimie. Merci dopamine, ocytocine et compagnie, évidemment. C'est elles qui nous font planer quand on est amoureux. Mais l'amour, ce n'est pas qu'une histoire de romantisme. Il y a l'amour familial, on en a parlé le mois passé, amical et aussi celui de ton chat. Bon, lui c'est surtout un contrat nourriture-câlin, mais ça fonctionne. Parfois, un simple « comment tu vas ?» ou « je suis là pour toi » vaut 1000 poèmes. L'amour ça se cultive, pas besoin de contrat à la Roméo et Juliette. Spoiler, ça finit mal. Et toi, c'est quoi ta définition de l'amour ?
Donc oui, comme je l'ai dit, je vais répondre à ma propre question. C'est quoi ma définition de l'amour? C'est une confiance mutuelle, je pense. C'est comme donner à quelqu'un l'alcool et le feu pour nous donner la possibilité de nous brûler. Et toi, Robin? Wow, quelle métaphore. Mais déjà, merci pour la vidéo qui était très chouette, comme le mois passé où on avait parlé de la famille. Ici, on reste dans le thème de la relation, puisque tu en as parlé aussi de l'amour amical. On en parlera en radio le mercredi prochain. Mais du coup, ma définition de l'amour, pour répondre à ta question, je ne vais pas parler d'alcool et de feu. Pour moi, c'est deux personnes qui décident au final de s'associer, entre guillemets, pour faire un bout de chemin ensemble, si possible, jusqu'à la fin. Et oui, il faut de la confiance, pour moi, très clairement, mais il faut aussi beaucoup de compréhension, de comprendre réellement l'autre. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aussi dans le reste de l'émission. C'est qu'on sait que, même si on dit que c'est sa moitié, c'est pas la même personne qu'on a en face de nous. Et si on veut qu'un amour fonctionne, pour moi, on doit comprendre comment l'autre fonctionne, comprendre que ça nous plaît en fait que quelqu'un fonctionne différemment que nous et te dire ok, je connais les qualités et les défauts de l'autre et c'est avec cette personne que j'ai envie d'avancer dans la vie. Oui. Je suis Socrate carrément aujourd'hui. Moi, je suis complètement d'accord avec la définition de Robin, mais moi, ce que j'ajouterais, c'est quand même que on donne l'opportunité à l'autre personne, soit de nous rendre meilleurs ou de nous rendre pires. C'est vraiment quelque chose d'important avec la confiance et tout. C'est l'amour, quoi. Ce que tu entends par on peut nous rendre pire, c'est entre guillemets, tu donnes de ta personne à l'autre et entre guillemets, peu importe ce qu'il en fera. C'est comme ça? Oui, mais aussi dans le sens où, imaginons, dans les cas des relations toxiques, à la base, c'était peut-être de l'amour, mais après, ça peut juste rendre la personne qui aimait, qui était victime de toxicité, pire. Donc l'amour, c'est permettre que ce genre de choses arrivent alors. C'est une arme à double tranchant. Tu t'ouvres tellement que ça permet ça. Mhm. Ok. Pour moi, l'amour, c'est tellement flou qu'on ne sait jamais vraiment le définir, parce qu'on a tous une définition à peu près différente. Mais pour moi, l'amour, c'est avant tout savoir faire passer l'autre avant soi. Et je pense que c'est une relation qui n'émane que de nous, car on n'est jamais aimé de la même façon dont on aime, ni avec la même intensité. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui émane de nous-mêmes. Et la seule, je dirais, manière universelle que je peux traduire de l'amour, c'est vraiment faire passer l'autre avant soi, que ce soit matériellement ou même psychologiquement. Mais là, vous parlez beaucoup ici, évidemment, de l'amour. C'est le but, c'est les relations amoureuses. Mais dans vos définitions de l'amour, l'amour au sens large, comme ta question l'était, c'est quoi l'amour en fait? Là, vous parlez à chaque fois de la personne, à cette personne. Est-ce que dans cette définition de l'amour, vous envisagez aussi l'amour, comme on a parlé le mois passé, familial, l'amour amical? Ou pour vous, on met le mot amour parce qu'il n'y a pas d'autre mot en français, mais c'est pas la même chose? Honnêtement, moi, dans ce que je disais juste avant, c'est faire passer la personne avant soi. Et je pense qu'on peut très bien le faire avec quelqu'un de sa famille ou amicalement. Par exemple, quand un ami est dans le besoin, tu vas le voir alors que tu n'as pas forcément le temps ni l'énergie, mais tu le fais quand même parce que tu sais très bien que cette personne a besoin de toi et tu le fais. Et c'est pareil aussi dans le milieu familial. Et donc un ami, ce serait quelqu'un que tu aimes vraiment en amitié, ce serait quelqu'un à qui tu laisses la possibilité de te changer tellement tu as confiance en lui alors? Ça marche aussi? Moi, je vois ça comme ça, oui. Dans le sens où, quand il y a des disputes, etc., en fait, on fait confiance à la personne. On va lui accorder beaucoup de choses et elle peut très facilement briser la confiance et alors briser l'amitié. Donc, quoi qu'il arrive, pour moi, ça reste dans la même définition. Ça reste la même chose. Mhm. Et tu as parlé de l'ocytocine, la dopamine. Là, on parle de chimie, comme tu l'as dit, un petit clin d'œil aux profs de chimie. Vous pensez que ça vient plutôt comme ça de réactions dans notre corps, comme le feu ça brûle, du coup on a mal, aïe. Est-ce que l'amour c'est aussi une réaction comme ça qui vient pour vous de molécules dans votre corps qui se déclenchent, ou il y a quelque chose de supérieur qui se déclenche, qui n'a rien à voir avec les autres sentiments? Oui, il y a quelque chose de supérieur. Par exemple, pour notre famille, on a un peu ce contexte on vit avec eux presque tout le temps, où nos amis, on les voit souvent, tandis que l'amour, parfois, c'est le coup de foudre. Ça existe. Moi, je crois au coup de foudre. Tu crois au coup de foudre? Oui, complètement. Je pars du principe que si un jour on croise une personne dans la rue et on peut parler avec, par exemple, un atelier, etc. On peut trouver ce feeling et tomber amoureux avec un peu de chance. Tu penses que le coup de foudre il est juste? Une fois que tu l'as, tu sais que tu dois aller avec cette personne-là? Ou ça peut être justement trompeur? Je pense que ça peut être trompeur. On peut
forcément tomber sur la mauvaise personne. Où ça se passe bien et puis à un moment donné, tu te rends compte de ce qu'il y a Ça. vraiment en Beau face de toi. mariage. Je pense que si même vous restez jusqu'à la fin de l'émission, ce que j'espère évidemment, vous verrez qu'on parle à un moment donné de cette notion de au bout d'un certain temps, en fait, est-ce que c'est toujours de l'amour? Est-ce que l'amour a évolué? Mais ça, je vous le tease maintenant, on en parlera plus tard. Et je vous dis à Simon, vous en pensez aussi comme Clara qu'il y a quelque chose de supérieur où au final, on est des humains, on est des animaux, entre guillemets, et ça se passe dans notre corps comme ça. Au final, je pense qu'il y a enfin, une certaine vision, je suis un peu pragmatique, je me dis que tout a une raison, je suis assez cartésien, et je me dis, il n'y a pas quelque chose de supérieur, parce que honnêtement, l'amour va et vient, et je pense que si on prend juste la notion de s'il y a quelque chose de supérieur, donc quelque chose qui se relie à Dieu, Dieu ne se trompe pas, parce que Dieu c'est tout, il a toujours raison, donc c'est-à-dire que si tu ne peux pas tomber amoureux de la mauvaise personne, tu ne peux pas l'oublier, donc pour moi, il n'y a pas quelque chose de supérieur, pour moi c'est quelque chose vraiment de physique, c'est un échange chimique, c'est un moment, c'est la personne physiquement. Donc moi, c'est toutes ces conditions-là qui sont réunies qui, oui, tu peux tomber, avoir le coup de foudre, mais pour moi, il n'y a pas quelque chose de supérieur. Donc tu penses pas à la bonne, le bon, toi? Non, je pense qu'il y a les bonnes discussions, je pense qu'il y a les bons moments, je pense qu'il y a les bonnes raisons. Je pense qu'on peut tous on peut tous se mettre en couple avec à peu près beaucoup de gens. Ça va dépendre de notre caractère, de notre humeur, de notre maturité. Ok. Julia, tu penses aussi, toi, qu'il n'y a pas le prince charmant ou la princesse charmante, on est en 2025, let's go. Moi, je pense qu'en vrai, l'espoir fait vivre. Donc, on continue d'y croire. Mais je pense plus sérieusement que pas vraiment, non. C'est vraiment, je pense, un concours de circonstances en fonction de l'endroit, du moment, de ta personnalité, de la personnalité de l'autre. C'est beaucoup de facteurs qui font que ça marche ou ça marche pas. Donc toi, entre guillemets, il pourrait y avoir plusieurs hommes ou femmes de ta vie. C'est juste Oui, que... je pense, oui. Ok. C'est vrai que moi, je me posais aussi cette question-là. Je me suis déjà dit, en fait, tu te dis, voilà, cette personne-là, c'est la femme de ta vie. Et peut-être que c'est le cas, peut-être que pas. Mais en fait, au final, on est 8 milliards sur Terre. Comme par hasard, elle habite à quelques quartiers de chez toi. Tu te dis, en fait, ça se fait, il y aurait plein d'autres personnes qui auraient pu convenir. Mais voilà, c'est avec cette personne-là. Et là, moi, on en vient, du coup, avec ma définition que j'avais donnée tantôt. Du coup, c'est mon avis que je donne ici. Qu'en fait, c'est une question de, je fais le choix que ce soit toi. C'est pas en mode, comme tu disais, Simon, il y a une instance divine ou quelque chose qui fait que ce sera cette personne-là et pas une autre. Je pense que c'est un choix avant tout qui est lié à énormément de sentiments, mais qui avant tout, c'est un truc que tu décides toi-même, te dire, ok, c'est à cette personne-là que je fais confiance, ou c'est à cette personne-là que je ferai pas confiance, ou à qui je vais trahir la confiance. C'est possible aussi. Ça résonne avec vous, ce genre de raisonnement? Oui. J'avais vu tourner quelque chose il n'y a pas si longtemps que ça. C'est par rapport il y a 3 amours dans notre vie. Donc le premier qui te fait apprendre quelque chose, le deuxième, je sais plus c'est quoi, et le troisième, l'amour de ta vie. Moi, j'y crois Je pas crois que c'est spécialement. le premier qui est genre la passion, puis il y a celui qui t'apprend, et il y a celui qui... L'amour il de me ta semble que c'est vie. ça. Quelque chose comme ça, ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Moi, j'y crois pas spécialement. Je pense que il y a des gens, ils se mettent 5 fois en longue relation dans leur vie et qui se portent très bien et qui apprennent des choses. On peut apprendre des choses de toutes nos relations bien sûr. en soi. Donc, C'est sûr. Quelqu'un qui partage cette philosophie des 3 relations? Moi, pas du tout. Juste parce que mes grands-parents, ma grand-mère a rencontré mon grand-père, c'est le premier homme de sa vie, elle a fait toute sa vie avec. Donc, non, moi je reste sur mes positions qui sont tu fais les bonnes conciliations, tu discutes avec la personne, tu communiques, et je pense que ça, il y a déjà une bonne part du boulot qui est déjà faite. Simon, je reste avec toi puisque toi, tu as préparé une séquence qu'on apprécie assez bien ici chez Génération Scanner, une séquence qui fait un petit peu instituteur comme ça. De base, c'est souvent Ouais. Roman qui s'en charge, mais ici, tu as repris le relais. Tu vas nous poser quelques petites questions et nous, on va devoir y répondre pour voir si on a juste ou faux. Et après, on en discute. C'est évidemment le QCM. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, le concept du QCM, c'est très très simple. Il y a 3 questions. Je vous pose ces 3 questions et je vous propose aussi 3 possibilités de réponse. Après, je donne bien évidemment la bonne réponse, une petite explication et on en débat très rapidement. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous poser la première question. Quelle est la proportion chez les 18-29 ans de relations dites entre guillemets sex friend à votre Sex avis? friend. Il y a 15%, 25% et 45%. Ok, et c'est qui
ont ou qui ont déjà eu? Qui ont déjà eu, pardon. Qui ont déjà eu. Qui ont déjà eu. D'accord. Moi, alors, je dirais 45%. Je dirais quand même un gros nombre, en sachant que c'est pas qui ont, évidemment, de leurs 18 à 29 ans, qui ont Mhm. déjà eu, ça fait quand même 11 ans. Moi, je dis 45. 45. Toi, En Clara 25. Je suis plus 25? entre eux, comme d'habitude. Ça paraît énorme, 45%. Donc je dirais plus entre 15 et 25, mais je vais peut-être dire 15. Ouais, parce que tu peux pas dire entre les deux. Hein. Je vois bien ça à l'examen avec de ceux qui coachent au mieux. Eh ben, la bonne réponse, c'est 15%. 15%. Bravo à toi, je vous dis. Hein. Donc 15%, c'est très très peu. Et le terme sex friend ou relation suivie, un peu plus sérieusement, désigne une sorte de relation inhérente à une relation, qu'elle soit amicale, de plusieurs soirs ou autre, mais qui est impérativement reliée aux relations sexuelles. Ah, Donc, mais c'est vrai que tu parles voilà, plusieurs soirs ou autres. C'est vrai que je pense qu'il faut qu'on différencie bien des histoires d'un soir. Parce que pour moi, l'histoire Oui. d'un soir, tu peux même exploser le 45%. Ah non, mais l'histoire d'un soir, à mon avis, on est sur du 70, à mon avis, hein, honnêtement. Ah, c'est vrai que c'est quand même une relation un peu spéciale. C'est une relation un peu spéciale, oui, parce qu'en fait, c'est deux amis de connaissances ou deux personnes qui veulent se voir plusieurs soirs et qui juste ne se voient que pour ça. Des amitiés plus, quoi. Donc oui, 15%, moi, ça me tenait pas tellement, en vérité, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, peut-être les gens sont un peu taiseux ou il y a un peu un tabou. Ouais. Mais honnêtement, 15% me paraît pas déconnant. Vous en pensez quoi, vous ça vous paraît beaucoup? Parce que toi, du coup, tu avais dit que 25-45, ça paraissait énorme. Bah, je pense que c'est pas des relations dont on entend beaucoup parler. On entend plutôt des plans de soir, etc. Mais pour moi, 15%, c'est pas un chiffre choquant, je dirais. En sachant qu'au final, ça fait quand même un 15%. Mhm. On est quand même sur pas mal de personnes en Belgique, si on prend tous les jeunes, etc. Ouais. Mais toi, Clara, tu partages cette idée de. En fait, c'est tabou de sex friend? Oui, je pense que ça a été complètement un tabou auprès des jeunes. On va pas, lors d'une discussion en soirée, dire alors, vous pensez quoi des sex friends? Je pense que c'est un sujet qu'on n'aborde pas spécialement. Et puis, je pense que aussi, ça peut briser des groupes d'amis. Ce truc il y en a deux dans le groupe qui ont cette relation-là. Il suffit qu'il y ait un pépin dedans pour que ça détruise une longue amitié, par Ouais, exemple. exactement. T'as cet avis-là un peu plutôt négatif, alors toi, sur les sex friends? Oui. Ouais. Complètement. Moi, je partage ça aussi parce que je me dis, en fait, peut-être que le pendant, la relation sex friend, au final, ils font ce qu'ils veulent, hein, ils s'amusent, voilà, tant mieux pour eux. Mais ce qui est perturbant, c'est de dire qu'il y a un l'avant où il y avait rien, entre guillemets, et purement de l'amitié ou même de l'amour amical, machin. Et peut-être des groupes d'amis, comme tu dis. Et puis le après, si ça se passe mal, ou alors soit il y en a peut-être un qui veut continuer, l'autre pas, il y en a un qui l'a mal vécu, il y a eu des sentiments qui sont nés, etc. Donc ouais, moi je trouve que c'est des relations un peu spéciales. Donc c'est vrai que après cette discussion, j'aurais peut-être dit 15%, j'aurais peut-être dit juste. Ça va. On va embrayer sur la deuxième question. Donc, je vous donne un chiffre et vous allez me dire à quoi correspond ce chiffre. Le chiffre, c'est entre 16 et 18 ans. À votre avis, à quoi correspond ce chiffre? Le premier couple stable en moyenne, la première fois ou la première cohabitation? Waouh. Cohabitation, ça me paraît vraiment tôt. Allez-y d'abord, je réfléchis. Pour moi, c'est la première fois. Première fois? Ouais. Ouais. Toi? Cohabitation, ça paraît très tôt, parce qu'à cet âge-là, souvent, on est toujours chez nos parents. Donc, cohabitation, je pense qu'on peut l'enlever. Donc, peut-être, je pense couple stable, ça le ferait. Mhm. Et Bah, toi? Je dirais première fois, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de personnes où ça se passe avant, il y en a aussi où ça se passe après. Donc si c'est une moyenne, ouais, première fois. Eh ben, c'était le premier couple stable. Le premier couple stable. Ouais, je pense que j'ai pas regardé les chiffres sur la première fois, mais moi aussi, ça m'a pas étonné. Je pense qu'on est un peu en dessous. C'est Juste jeune, en dessous, à mon ouais. avis, on est vers 15, à mon avis. Mais oui, c'est le premier couple stable. C'est la première fois qu'en moyenne, les gens expérimentent un couple qui dure plus d'un mois, quoi. 6 mois, un an. Stable, c'est un mois. Bah, au-delà d'un mois, je pense que ça commence à Oui, être oui. stable. En dessous, je pense pas. C'est vrai que c'est quand même récurrent, au final, les relations, où quand on est en secondaire ou début de supérieur ou quoi, où en fait, t'as les gens, ils ont 19 ans, et ils disent, ça fait 3 ans que je suis en couple. Oui, bah, j'ai des potes quand même qui sont en couple depuis 4 ans. Donc, ouais. Mais je pense que c'est pas vraiment étonnant parce que, honnêtement, 16-18 ans, c'est la période charnière où tu as beaucoup plus de liberté,
en même temps, tu développes une maturité émotionnelle. Enfin, tu développes, on va dire, tu ressens tout fois 1000 et tu as un peu d'argent pour aller dans les bars. Enfin, donc pour moi, c'est vraiment tout qui coïncide pour que tu trouves une personne et que tu as envie d'officialiser ça, quoi. Et vous pensez que ça met une pression, entre guillemets, ce genre de chiffre, de se dire ah, on est sur la fin de notre adolescence, début adulte, il faut qu'on soit en couple. Parce que, voilà, vous deux, vous avez toutes les deux 17 ans. Est-ce que vous ressentez une sorte de pression de il faudrait se mettre en couple à cet âge-ci? Une pression, je dirais pas une pression, mais quand on voit des chiffres comme ça, des fois on se sent un peu exclu de, entre guillemets, la norme, même si je veux pas dire que c'est la norme, quoi, mais je pense pas une pression. Parce que je me dis que si ça doit arriver, ça arrivera, mais à voir quand, c'est pas moi qui... Enfin si, c'est moi qui décide, mais voilà, quoi. C'est bien une chose qu'on force pas, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi et que les gens derrière leur écran sont d'accord aussi avec moi. C'est bien une chose qu'on force pas, c'est l'amour. Clara, pression, pas pression? Je pense que la pression, elle vient plus tard. Quand les gens commencent à avoir 24, 25, commencent à avoir son petit chez-soi, son travail et tout ça. Et t'as souvent les parents derrière qui disent alors une petite copine, un petit copain. Comment vont les amours? C'est ça, voilà, exactement. Ouais, et je pense que quand il y a des enfants qui arrivent en plus, quand les amis commencent à avoir des enfants, là par contre je crois que la pression elle doit être énorme, mais on n'y est pas encore. Ouais. Et par contre là où on peut y aller, c'est peut-être une troisième question de notre QCM, pour voir si on est toujours aussi catastrophique au niveau des choix. J'espère que vous allez réussir à vous rattraper. Quelle est la part de personnes ayant avoué avoir déjà trompé leur partenaire? On a 23%, 43% et 60%. Donc là on est dans ceux qui ont avoué. Avoué avoir déjà trompé. Donc c'est pas les surpris. vrais chiffres au final. On ne le saura jamais. Et donc, tu saurais répéter les pourcentages? 23, 43, 60. 23, 43, 60. Dans tous les cas c'est beaucoup. Hein. Et on avait un bel échantillon de population de plusieurs milliers de personnes, donc c'est relativement fiable. Relativement. Vous diriez combien? 43. Ouais, 43 pour moi. L'entre-deux, 43. franchement, je suis pas Souvent, hein. originale. Hein. Question B Mais, encore. mais 43, je trouve que c'est pas trop parce que avouer à son partenaire qu'on l'a trompé, c'est quand même dur. Donc, ouais. Ah non, mais c'est pas avoir le partenaire, c'est juste, on leur pose la question, est-ce que vous avez déjà trompé? Ils ont dit oui ou non. Donc, Ils l'ont voilà. peut-être pas dit au partenaire. Ils l'ont peut-être pas dit, ils l'ont peut-être pas dit. Ah, Donc, oui, je maintiens à 43 quand même. Tu maintiens à 43? Ouais. 43, c'est énorme. Tu dirais un aussi gros nombre aussi? En fait, 60, ça me paraît vraiment beaucoup trop. Si c'est le cas, je vais me remettre en question après cette émission. Mais je pense Faites que confiance à personne. je pense que je dirais plus 23 parce que les autres chiffres, ça me paraît vraiment beaucoup trop grand. Moi, je me dis, en plus, il y en a. Bah là, j'imagine qu'ils ont. T'as dit, il y a un gros échantillon, donc j'imagine qu'il doit y avoir aussi des jeunes, alors peut-être des 16, 17 ans, désolé. Ah ouais. Et du coup, ouais, moi, je tente le 60, comme ça, je fais l'antagoniste, je tente le 60. Oui, forcément. Moi, c'était 43%. Donc, c'est quand même. Moi, quand j'ai vu le chiffre, je me dis, ah oui, quand même, il y a presque la moitié des personnes qui ont déjà avoué Personne avoir sur deux. trompé. C'est déjà pas mal. Après, on se dit, aujourd'hui, les mœurs ont changé. Ce n'est plus ce n'est plus puni pénalement. Les mœurs changent, on accepte beaucoup plus, on oublie, on pardonne. Donc, à mon avis, je pense que. Après, on n'a pas la même définition de tromper. C'est-à-dire que dans l'échantillon, je pense que les personnes, on leur a juste demandé, avez-vous déjà trompé? Et il y a des personnes, pour eux, c'est aller dans le lit avec quelqu'un, coucher avec quelqu'un. D'autres, c'est juste envoyer un message. Donc, je pense que 43%, c'est un chiffre qui est assez représentatif en vérité. Parce que quand on voit que on évolue dans tous les sens et que on est dans les excès de plus en plus, je pense que 43%, ça ne me paraît pas Vous pensez que. illogique. Tu dis que voilà, on évolue, que la société évolue, etc. Et du coup, il y a des facteurs. Seraient-vous quoi pour vous les facteurs qui font en sorte que les gens trompent plus ou, je sais pas si c'est un plus par rapport à avant, mais que les gens trompent leur partenaire? Alors là, aucune idée. Moi, honnêtement, je pense que oui, les mœurs, le mariage est moins important, on a accès au divorce, c'est beaucoup moins tabou chez les femmes. Je pense pas que les femmes trompent plus, mais elles peuvent l'avouer, elles ne sont plus, Là où avant, ça aurait ouais, été. elles ne sont plus lapidées en place publique, quoi. Donc, Ouais. c'est déjà beaucoup plus facile. Et après, il y a les réseaux sociaux aussi qui rentrent en compte. C'est qu'avant, on était confrontés à les gens de notre village, de notre ville. On côtoie, là maintenant, on côtoie des milliers de personnes par jour juste en allant sur les réseaux. Donc, Ouais. Pour être trompé virtuellement, en fait, au final, maintenant. oui, pour moi, c'est la tromperie. Donc, oui, virtuellement, c'est.
Je veux dire, voilà, quand le couple bat de l'aile, que d'un côté, on a un des deux membres du couple qui reçoit des messages tous les jours ou qui reçoit des likes, ça peut pousser à regarder un peu ailleurs. Il y a plus de tentations, entre guillemets, autour de nous qu'avant, c'est ça que tu dis. Alors qu'avant, on n'avait que le village, mais maintenant, on a le monde entier, carrément. Oui, c'est ça. Oui, plus de tentations. Peut-être pas le monde entier, mais oui, plus de tentations et on sait les cacher un peu plus facilement, quoi. Clara, tu penses que les réseaux ont un rôle à jouer là-dedans? Oui, complètement. Comme il disait, on peut le cacher beaucoup plus facilement maintenant. Il suffit de supprimer la conversation et elle est quasiment irretrouvable. Donc c'est compliqué encore plus maintenant de prouver une tromperie de l'autre côté, rien que pour se sentir mieux, parce qu'en face de soi, rares sont les partenaires qui vont dire oui, je suis désolée, j'ai craqué, je t'ai trompé. Euh, Parce qu'ils savent que souvent, ça aboutit à à... une fin de relation, Ouais. c'est ça. Mais au final, est-ce que la tromperie, ce serait pas déjà le début de la fin? Ouais. Si on en vient à tromper notre partenaire, Ouais. c'est qu'on n'est plus très à l'aise avec non plus. On est d'accord. Bah écoute, on vient de parler de tout ça, et ici on est 4 sur le plateau, mais le but c'est quand même d'élargir un peu les horizons. Hein. Donc Simon, toi tu avais dit que même au niveau sociétal, on élargissait de plus en plus avec le numérique et tout ça, mais nous on a un outil fantastique qui s'appelle la vidéo. Donc on peut aller maintenant dans la rue, poser des questions aux jeunes pour voir ce que eux pensent de tout ça, de l'amour, mais aussi est-ce que, avec les différences de génération, cette vision de l'amour et l'amour en général a évolué. Salut la team, aujourd'hui nous partons à la rencontre des jeunes pour comprendre leur vision de l'amour. Comment perçoivent-ils les relations amoureuses? Pensent-ils que l'amour a changé par rapport aux générations précédentes? Découvrons leurs réponses maintenant. C'est quoi votre vision de l'amour? Pour moi, l'amour, c'est partager des moments à deux, pouvoir se sentir libre, en confiance, etc. Je pense que l'amour, c'est certainement pas que charnel. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut avoir plein d'impacts sur la vie, mais c'est plutôt une vision positive. Je dirais que ça apporte des choses positives, forcément négatives à des moments, mais que l'apport positif sera supérieur à l'apport négatif. Moi, je dirais que je verrais ça comme un meilleur ami. Vraiment quelqu'un avec qui tu fais tout, sans jalousie, sans prise de tête. Pour moi, l'amour, ça l'est un peu partout, on va dire. Donc ça peut être aussi bien au niveau de la famille qu'avec une copine, un copain, ou alors avec ses grands-parents, ou même ça peut être vers un animal de compagnie ou quoi. Donc ouais, pour moi l'amour c'est quelque chose qu'on trouve partout. Moi je rejoins vraiment l'avis de Cindy là-dessus. Je pense que la personne, enfin moi personnellement, la personne à qui je me vois, ça doit vraiment être quelqu'un qui me correspond, qui est présent pour moi. Moi pour moi l'amour, je vois vraiment comme quelqu'un qui me soutient, un peu comme la cerise sur le gâteau, on va dire ça comme ça. Mais vraiment quelqu'un qui m'apporte plus dans ma vie. Pour moi c'est plutôt une question de s'accompagner, de se tirer vers le haut, sans pour autant empêcher l'autre d'être lui-même et de pouvoir avoir des moments où il est seul, propre et où il vit sa vie selon ses envies à lui. C'est pas empêcher l'autre d'évoluer de son côté, mais c'est quand même une vision d'accompagnement plutôt pour moi. Et penses-tu que l'amour est différent de celui des générations précédentes? Bon, je pense que ça reste plus ou moins la même chose quand même, que c'est surtout une question, à mon avis, un petit peu de génération, mais surtout de culture, à mon avis, et puis avec les réseaux sociaux. Je pense qu'on normalise beaucoup de choses qui ne seraient pas... C'est pas normal, oui, je pense. Mais l'amour reste le même, à mon avis. Je pense, oui, que c'est bien différent d'avant, parce que les mentalités ont évolué, et puis on voit aujourd'hui que je pense que la vision de l'amour n'est plus du tout la même chose qu'avant. Il y a longtemps, c'était un homme, une femme, et voilà, on est mariés, on a des enfants, et c'est ça le but. Tandis qu'aujourd'hui, on a les couples libres, on a l'homosexualité, toutes ces choses-là qui font que aujourd'hui, je pense que c'est quand même beaucoup plus différent et que la vision a bien changé. Les avis sont partagés, mais une chose est certaine, l'amour continue d'évoluer avec chaque génération. Et vous, qu'en pensez-vous la team? À la prochaine! Alors les avis sont partagés et en même temps sur la définition de l'amour, il y a quand même toujours les mêmes choses qui reviennent, c'est la confiance, c'est une autre personne et même comme tu l'avais dit ça peut être envers son partenaire, sa partenaire, mais aussi des amis ou voire la famille et les animaux. Pourquoi pas, bon attention quand même à l'amour envers les animaux. Mais par contre au niveau de les générations, là par contre les avis divergent un petit peu plus et donc vous en pensez quoi? Est-ce que l'amour, fameuse phrase, c'était mieux avant? Non, je pense que c'est différent, mais justement, je pense que là, on est plus dans un amour un peu plus sain, parce que il y avait beaucoup de dérives, on va pas se mentir. Et
tout simplement, je pense qu'on s'aime un peu mieux, mais je pense pas qu'au niveau de l'intensité, de la passion, de tout ça, je pense pas que ce soit moins ou mieux, c'est peut-être différent. Tu penses qu'on s'aime mieux, je veux dire? Encore une fois, il y a toujours des cas où ça arrive, où il y a des cas où il n'y en a pas. Il n'y a pas de, Ouais, en de général. réponse générale, je pense, je pense qu'il faut vraiment tout prendre au cas par cas. Mais souvent, quand même, oui, étant donné qu'on est plus ouvert d'esprit et que, comme on peut aimer qui on veut, ça peut être mieux pour certaines personnes. Ouais, tu penses qu'on y arrive, Clara, on peut aimer qui on veut? Est-ce qu'on peut s'aimer maintenant, en 2025? Est-ce qu'on peut dire que, d'une manière générale, on a fait un bond en avant vers on s'aime plus sainement? On n'est pas encore à 100% s'aimer plus sainement parce que je trouve que la société a encore pas mal de critères niveau relation. On intègre de plus en plus les relations qui, il y a 50 ans, n'avaient pas du tout lieu. Je parle de la communauté LGBTQIA+, par exemple. Il y a 50 ans, on n'en parlait pas du tout. Maintenant, c'est de plus en plus et je trouve ça trop chouette. C'est vrai qu'encore avant le combat LGBTQIA+, il y avait aussi, il y a toujours, heureusement qu'il y a toujours, le combat féministe, de dire aussi la condition de la femme. Avant, comme tu disais, Simon, j'imagine que tu disais ça lorsque tu parlais de cet amour plus sain, où la femme, même s'il y avait de l'amour, il y avait quand même ces conditions, etc., qui maintenant nous paraissent complètement dépassées. Ça, toi aussi, tu penses qu'on a fait un bond en avant, mais qu'il reste, en tout cas en Belgique, pas mal de choses à faire? Je pense qu'il y a toujours des choses à faire, que ce sera jamais terminé, mais honnêtement, je pense qu'on peut vraiment être fier de tout le boulot qu'ont fait nos grands-parents, nos parents par rapport à ça et qu'on fait aussi notre génération. Donc je pense pas que, honnêtement, on vit dans une situation terrible. Je pense qu'en Belgique, honnêtement, je parle pas du monde entier, impossible, mais juste en Belgique, je pense qu'on peut être très 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 content parce qu'on est vraiment, je pense, Belgique, France, ouais, on est vraiment dans des pays qui sont extrêmement bien au niveau de l'égalité, au niveau de l'acceptation des gens, tout simplement. Donc, oui. Donc il reste quand même encore des choses à faire, mais au final, on peut être content parce qu'on a bien évolué, si jamais on a une logique comparative comme ça. Oui, voilà, il y a toujours des petites choses qu'on peut arranger, mais honnêtement, je pense que le gros du travail a été abattu ces 50 dernières années. Tu partages le même avis, Julia? Je suis complètement d'accord aussi. Il y a eu beaucoup d'évolutions, dans le sens où maintenant, dans le sens où maintenant, il y a eu des combats comme le féminisme qui ont vraiment abouti, etc. Les femmes ont moins peur de parler quand elles sont victimes de violences conjugales, etc. Même chose pour les hommes, même si ça reste encore un gros tabou quand ils en sont victimes. C'est dommage que ça soit un tabou parce que dans ce genre de cas, il faut vraiment en parler. Mais on est plus libre d'aller parler quand ça va pas ou quand ça va aussi. Là, on parle beaucoup des côtés négatifs, mais avant, on avait un peu cette notion, et surtout on le voyait dans les films et tout ça, de ce prince charmant. Alors, j'ai parlé tantôt de la princesse charmante, même si on l'a pas encore vu dans certains films, mais voilà, c'est cette logique de la bonne personne. On en a parlé tantôt. Est-ce que il n'y a qu'une seule bonne personne au final, il y a une multitude, mais tu fais un choix. Est-ce que maintenant, tu as l'impression que c'est une vision qui se détériore, ou du moins qui s'efface, ce côté, je dois trouver mon prince charmant, ce prince qui va me sauver? Est-ce que tu penses qu'on n'est plus là-dedans et qu'on a évolué grâce à ces combats qui de base se posaient sur des choses négatives? Je pense que il y a toujours cette vision-là, mais quand on voit, moi quand je vois les gens de mon âge, je me dis, il n'y aura pas vachement de prince charmant là-dedans. Mais non, plus sincèrement, je pense qu'il y a toujours cette vision-là, mais peut-être plus autant poussée qu'avant. Ok. Pas de prince charmant non plus? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de pression qui est mise sur les hommes, sur les critères, les critères qu'il y a à avoir, même pas physiquement, parce que oui, il y a toujours des critères physiques, mais ça c'est à chacun. Simon va pas aimer les mêmes personnes que toi tu vas aimer, ça, c'est normal, mais j'ai l'impression que il y a ce truc du oui, il doit être poli, oui, il doit m'inviter, oui, enfin tous ces trucs-là. Être galant, mais pas trop parce qu'on est féministe. C'est ça, exactement. Voilà. C'est rare en fait comme avis, parce que comme on a parlé des tabous, etc., et le fait que, Simon, tu l'as dit, la femme peut maintenant beaucoup plus s'exprimer, même si évidemment il y a des conditions qui ne sont pas encore parfaites. Mais par contre, j'ai l'impression que maintenant il y a aussi le mouvement inverse,
de se dire, bah, ok, maintenant la femme s'émancipe et tout ça pour rattraper, hein, entre guillemets, le retard qu'elle avait sur l'homme à tort. Mais maintenant, il y a de nouveaux tabous dont du coup, puisqu'ils sont tabous, on n'en parle pas. C'est du côté des hommes, de se dire, bah, en fait, nous aussi, on a une grosse pression qui, certains l'assument, mais au final, on vit avec parce que c'est comme ça. Et puis, il y en a d'autres qui, très clairement, leur gâchent la vie, notamment avec cette galanterie il en faut, parce que sinon, t'es pas un homme. Et en même temps, il en faut pas parce que on est tous égaux, etc. Et Simon, tu ressens ce genre de choses, ça te dérange? Je pense qu'on est en plein dedans. On est dans une génération qui essaie de recopier nos grands-parents, mais qui n'a aucun stigmate de cette époque-là. Je pense qu'il y a une époque où quand l'homme travaillait dans des métiers très durs, avait des stigmates de l'homme à son paroxysme, avec des mains, des muscles, voilà. Et il revenait noir de charbon, mais qui ramenait le salaire et que la femme s'occupait. Je pense qu'il y avait un équilibre qui se formait. Avec bien sûr des dérives, on est bien d'accord. Et là, j'ai l'impression qu'on est toujours un peu dans cette logique-là que l'homme, il doit être un mec, mais sans trop, pour pas qu'on soit dans les dérives d'avant. Donc je pense on est d'une génération qui se cherche encore au niveau des relations hommes-femmes, tout simplement. Ok, alors une période de transition. Alors, On est dans une période de transition, exactement. tu penses la même chose, je veux dire, une période de transition, parce que tu sais, on a eu l'avis de Clara sur la condition des hommes, ça fait bizarre. C'est même en fait bizarre de parler comme ça de la condition des hommes, alors qu'on n'entend jamais ça, on entend toujours la condition de la femme. Maintenant, on a eu l'avis aussi de Simon, toi t'en penses quoi? Je suis complètement d'accord, je trouve que c'est beaucoup plus tabou, je sais pas pourquoi, peut-être parce que du coup il y a cette vision de l'homme, il est fort, il montre pas ses émotions, etc. Mais, Pas pleurer. mais je pense que on devrait beaucoup plus en parler parce que si tout le monde est égaux, pourquoi les hommes ne pourraient pas parler quand ça va ou quand ça va pas? Écoute, tu vas pouvoir enchaîner justement en se disant est-ce que ça va, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord, puisque tu reprends l'émission, la chronique qu'on a déjà fait pas mal de fois dans cette émission, le d'accord ou pas d'accord, où on va tout simplement, tu vas nous présenter une situation, une thématique, un contexte, et nous on va te dire si on est d'accord avec ce que tu viens de nous dire ou pas d'accord. Et oui, c'est ma toute première émission et ma première chronique. Et je me suis dit quoi de mieux pour commencer qu'à d'accord, pas d'accord. On aime bien en plus cette séquence-là, donc si ça peut te rassurer, on aime vraiment bien. Donc un rapide rappel, je vais vous donner 2 affirmations et alors vous allez devoir me répondre si vous êtes d'accord ou pas d'accord. C'est parti. Okay. Alors l'amour, on en parle depuis un petit bout de temps maintenant. Ouais. Il y en a qui le cherchent, il y en a qui le fuient, il y en a qui en ont peur. Mais au final, ça reste quelque chose que tout le monde recherche. Et puis, il y a un écrivain qui a posé une phrase comme ça. Il a dit « L'amour dure 3 ans ». Donc, c'est Frédéric Beigbeder, dans son roman du même nom, qui, par son personnage principal, Marc Marronnier, qui est fraîchement divorcé, va mettre cette thèse, je ne vais pas dire en œuvre, qui va parler de cette thèse et qui va l'expliquer. Et donc, ma toute première question, c'est pour vous, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord que l'amour dure 3 ans? Je vais peut-être commencer par toi, Simon. L'amour dure 3 ans. Je pense que en théorie, oui, à mon avis, c'est autour des 3 ans que les couples explosent ou que après ça devient beaucoup plus calme et que les gens font des relations beaucoup plus longues. Donc ouais, je pense que c'est autour de 3 ans. Après, c'est vraiment l'amour dure 3 ans. Non, l'amour ne dure pas forcément 3 ans. L'amour peut durer un peu moins longtemps ou beaucoup plus longtemps. Et l'amour, on en a parlé, ça peut concerner les amis, la famille. Donc, l'amour dure 3 ans. Oui, je vois de quoi on parle, donc oui. Mais sinon, je trouve la phrase un peu simple. Ouais, c'est réducteur. Parce que, en fait, tantôt, Clara t'a parlé de cette théorie des 3 relations qu'on a dans sa vie. En fait, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt 3 étapes. Et je pense qu'il se passe quelque chose au bout de 3 ans. Parce que combien de couples explosent à 2 ans et demi, 3 ans, 3 ans et demi? C'est hallucinant, bien plus qu'au bout d'un an. Et si jamais c'est pas à 3 ans, souvent c'est à 6 ans. Donc, je sais pas, il se passe quelque chose. Et pour moi, en fait, c'est une sorte de transition dont on parlait aussi. On passe de la passion et l'idéalisme de se dire cette personne elle est parfaite, elle est faite pour moi, il n'y a qu'elle qui existe, tout ça, ok, le côté un peu plus routinier, le côté où on apprend réellement à connaître aussi ses travers, à vivre avec ses défauts et tout ça. Et je pense qu'il y a même aussi après une étape plus tard de se dire ok, peut-être que même des fois, ouais, elle me saoule cette personne-là, mais
au final, c'est avec elle que j'ai passé tellement de bons moments et c'est avec elle que je veux faire ma vie, même si il y a déjà des vidéos comme ça de vieilles personnes qui disent je te donnerai tout, je me tuerai pour toi, tu es l'amour de ma vie, machin, mais tu me casses les... On bip. Donc ouais, pour moi, il y a un truc à 3 ans, mais non, l'amour ne dure pas à 3 ans. Moi, j'avais pas entendu, enfin pas beaucoup, cette phrase de l'amour de 3 ans. J'avais entendu par contre le truc du 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an. Ces sortes de paliers un peu compliqués qui peuvent arriver dans une relation. Mais l'amour dure 3 ans, oui et non. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de stade. Juste, ça dépend de ton couple et de la personne que tu es et que vous êtes ensemble, tout simplement. Ok, et du coup, comme tu dis que ça dépend de ça, pour toi, qu'est-ce qui fait durer l'amour? La confiance, beaucoup, et le partage. Le fait qu'on n'attend pas quelque chose de l'autre spécialement. Plus, par exemple, on va prendre les fleurs, qu'on s'offre des fleurs sans spécialement demander ou quémander, etc. Juste, ça vient tout seul et on n'attend pas quelque chose en retour de l'autre. Il va falloir que je passe chez le fleuriste en rentrant de l'émission, du coup. Non, pour moi, c'est la confiance, c'est un des piliers, évidemment. On va pas réinventer la roue. Sans confiance, à un moment donné, on vit dans le stress, on vit dans la peur tout le temps. Moi, l'autre chose, je sais qu'on en parlera bientôt, vers la fin de l'émission, donc je vais laisser ça pour après. Ok. Et t'avais conseillé Je pense que c'est un facteur, c'est l'envie. Quand quelqu'un n'a plus envie, c'est foutu. Voilà. Après, quand on a l'envie, oui, il faut de l'abnégation, il faut de la confiance, mais si la personne n'a plus envie, tout tombe à l'eau en fait. Il faudrait déjà avoir l'envie d'avoir envie. Oui, voilà, il faut donner l'envie d'avoir envie aussi. aussi. Allez, petite pensée à Johnny. Et la deuxième d'accord, pas d'accord alors? Ok, alors, donc on vient de parler de désir, de routine, etc. Mais on entend souvent que ce qui fait durer une relation, ce serait la communication. Donc moi, je voudrais vous demander, la communication est la clé d'une relation amoureuse. Vous êtes d'accord ou pas? Et c'est là que du coup j'apporte mon deuxième pilier avec la confiance, c'est que pour moi c'est pas vraiment la communication. Alors je me trahis parce que j'ai fait des études de com, donc c'est important la communication, oui. Mais comme j'ai dit au début de l'émission, pour moi c'est la compréhension qui est super importante parce que certes communiquer, je pourrais communiquer, je donne mon avis, tu donnes ton avis, et au final on s'entend pas. Non, ça au final ça sert à rien, j'ai envie de dire, à part avoir des discussions le dimanche soir, mais la compréhension réellement, être en empathie avec la personne, savoir qu'elle vit les choses d'une manière que nous, des fois, on comprend pas forcément, qu'on n'aurait pas réagi comme ça, en tout cas, à un certain élément, à un événement. En fait, comprendre que l'autre peut fonctionner différemment, que c'est ok, et qu'il est une autre personne que nous, et pas la personne parfaite faite pour nous. En fait, il n'y a qu'avec ça que pour moi, on peut vraiment résoudre des disputes, résoudre les problèmes de la vie de tous les jours, et aussi avancer dans des choses qui vont bien aussi, tout simplement. Répéter ce qui va bien, les schémas qui vont bien. Je suis tout à fait d'accord avec Robin. Je ne retire pas une virgule à ce qu'il vient de dire. Donc, je dirais la communication est la clé de la réussite d'un couple. Pas d'accord, c'est une des clés, mais c'est pas la clé. Et oui, il y a la communication, mais aussi la compréhension. Donc, pas d'accord. Et toi, Clara? Pas d'accord non plus. Je vole un peu les mots de Simon en disant que c'est pas du tout la seule chose qui suffit. L'amour, c'est un ensemble de tout un tas de choses. Et c'est chouette, tu communiques et tout, c'est cool. Mais par exemple, si t'as plus envie ou si t'aimes pas, tu peux garder ta communication, elle servira pas à grand chose. Et je pense qu'en plus de la communication, il y a les actes qui vont avec aussi. Parce que si on communique et je dis en fait tous les dimanches et tous les mercredis de manière régulière, ça me saoule, ok, je communique, mais s'il n'y a pas l'acte qui va avec, ce sera pas une réussite. Spoiler. Et alors, du coup, Simon avait dit que c'est l'une des clés de la réussite, entre autres, mais pour vous, c'est quoi la communication? Parce qu'il y en a qui vont dire que le fait d'écouter la personne, etc., ça en fait partie aussi. Pour moi, il n'y a pas meilleur communicant que quelqu'un qui ne fait qu'écouter. Enfin, qui sait écouter, plutôt pas qui ne fait que ça. Parce que savoir bien parler, c'est bien. Savoir ne pas bégayer, etc., c'est bien. Parler à une caméra, c'est pas facile et c'est bien aussi de savoir le faire. Mais un communicant, il sait à qui il parle. C'est surtout ça qui est important. C'est la première chose qu'on nous apprend, c'est de se dire... Tu dois connaître ton public. Et en soi, ton petit copain, ta petite copine, c'est ton public.
Et tu dois t'adapter au niveau des mots que tu emploies, du ton que tu emploies, oui, de la manière de former tes phrases, etc. Ou d'être avec elle, de plus parler, moins parler. Donc, c'est ça pour moi, communiquer. C'est écouter. Oui, communiquer, c'est savoir écouter, mais aussi savoir parler. La personne en face de toi, tu es censé la connaître normalement, savoir ses faiblesses, sa sensibilité par rapport aux mots. Je pense que je suis pas la seule à le dire, les mots sont des armes. Il suffit un petit mot de travers et ça peut créer une dispute qui, en soi, n'a pas lieu. Ok. Et alors, pour vous, est-ce qu'on doit tout dire à son petit copain, à sa petite copine, ou alors est-ce qu'on doit garder des choses pour soi? Je pense que toute vérité n'est jamais bonne à dire. Euh, je pense qu'il y a des vérités qui peuvent blesser, mais je pense que oui, tu dois partir du principe que tu peux tout dire. C'est-à-dire que quand tu te mets en couple, tu dis ok, je peux tout dire à cette personne-là. Après, s'il y a des choses qui peuvent la blesser, je pense pas que ce soit la meilleure des choses à le dire, parce que pour moi, je fais quand même la différence entre le mensonge et l'omission. Le mensonge, pour moi, il ne faut pas mentir. Mentir, c'est mal, mais tu peux omettre. C'est-à-dire que si la personne te pose la question, elle est au courant, bah, là, tu le dis, voilà. Mais il y a des choses que tu peux omettre pour le bien de la personne. Pas pour ton intérêt propre à toi. C'est-à-dire que, oui, j'ai pas oublié de te dire, mais j'étais au bar avec Isabelle ou je sais pas quoi. Non, ça c'est de l'omission, mais juste par intérêt. Mais c'est pas... Tu peux omettre de dire quelque chose pour le bien de la personne. Je suis plus ou moins du même avis. Je pense qu'on devrait pouvoir tout se dire, mais dans la communication, il faut savoir aussi ce qui va faire trop de mal et peser, entre guillemets, le pour et le contre. Parce que, voilà, imaginons, tu dis, tu vas au bar pendant 2 heures avec ta collègue Isabelle, ben, c'est pas correct. Ça, clairement. Et soit il faut en parler, soit il faut bien se questionner soi-même pour se dire, ok, il y a quand même un problème. Par contre, si à un moment donné, on reçoit un message d'une personne qu'il faudrait pas, et que, bah, en fait, voilà, on supprime, machin, on répond pas, ou alors on dit, ne m'envoie plus de message, ciao, et tu la bloques, etc. Et que tu le dis pas à la copine, en fait, ça va juste empêcher qu'il y ait des inquiétudes pour rien, en fait, au final. Mais seulement s'il y a ce pour rien, parce que si ça a un impact et que c'est pas honnête, là, il y a de la faute. Je pense qu'on doit avoir notre petit jardin secret quand même. C'est chouette de connaître ses propres valeurs et tout ça. Et ça, il faut en faire part complètement de la personne qu'on est. Mais par exemple, si au fond de nous, on a vécu quelque chose qui nous blesse énormément et qu'on n'a pas spécialement envie d'en parler, on peut dire les grosses lignes, mais personne ne doit nous obliger à dire l'entièreté. Non, clairement, je pense que c'est important. Il n'y a pas de moitié pour moi qui tienne, il y a juste 2 personnes qui font un bout de chemin ensemble. Et malheureusement, l'heure avance et donc on va devoir avancer ensemble dans cette émission avec la dernière chronique. Alors de base, on fait une petite séquence où on va un petit peu plus loin, on donne des initiatives, des thématiques, des associations, des œuvres d'art qui permettent d'aller plus loin dans le thème du jour. Sauf qu'ici, c'est l'amour et donc c'est extrêmement... personnel, on n'a pas envie de donner non plus des conseils aux gens en mode vous devriez faire ça alors que on n'est pas dans la situation et donc on a un petit peu changé de se dire aujourd'hui on va vous donner chacun une anecdote. Et je commence en fait avec Simon. Simon, toi tu as une anecdote sur un amour fou, c'est ça? Exactement. Donc, quand on a parlé d'amour et qu'on a parlé d'anecdotes, ça a fait un peu sens. Parce que j'avais entendu une histoire, c'est celle du Taj Mahal, donc qui était une des femmes. En gros, le Taj Mahal est un mausolée situé à Agra, en Inde. C'est construit au XVIIe siècle par l'empereur moghol. J'ai pas trop envie d'écorcher les noms, donc juste ce sera l'empereur moghol, en mémoire de son épouse favorite, donc peut-être qu'il en avait plusieurs des épouses. Elle s'appelait Mumtaz Mahal, elle est morte en 1631 lors de la naissance de leur 14e enfant, et suite à ça, il était tellement dévasté par le chagrin qu'il a décidé d'ériger ce monument grandiose en marbre blanc. Donc je trouve que c'est tellement un amour fou. Enfin, le monument est fou en lui-même, et de dire que c'était pour son épouse, je trouve que c'est une anecdote et c'est une preuve d'amour incommensurable. Je savais qu'en fait le Taj Mahal avait été construit par amour, mais je savais pas que c'était suite au décès de quelqu'un. Ouais, je pensais qu'il lui avait dit je te marierai, je vais te construire un empire et hop là, voilà. Ça aurait déjà été une anecdote de fou, mais là,
C'est-à-dire que le Taj Mahal, elle l'aura jamais vu, en fait, au final. Elle l'aura jamais vu et c'était suite à la naissance de leur 14e enfant. Donc, Et donc ça, c'était au XVIIe siècle. C'est ça, ouais. Les années 1600. On va faire un petit bond dans le temps, on va revenir un petit peu plus dans le présent, même si c'était dans l'entre-deux-guerres. On est de retour en 1936. Et il se passe quoi, je vous dis, en 1936 ? Oui, je suis une fan d'histoire, donc je me suis dit quoi de mieux qu'une anecdote historique. Donc moi, je vais vous parler d'Édouard VIII, ancien roi d'Angleterre, qui il avait tout. Il était jeune, il était charismatique, tout le monde l'aimait. Sauf qu'en fait, il est tombé amoureux d'une femme qui s'appelait Wallis Simpson et qui était divorcée 2 fois. Et donc, pour la cour et l'Église, c'était vraiment pas possible qu'un roi se marie avec une femme divorcée 2 fois. Et donc, on lui a mis un dilemme. Voilà, exactement, un dilemme. Et on lui a dit, soit c'est la couronne, soit c'est l'amour. Et lui, il a choisi l'amour, et je trouve ça vraiment fou. Et il a dit plus précisément, je cite, « Je ne trouve pas possible d'assumer les lourdes charges de la royauté sans l'aide et le soutien de la femme que j'aime. » Donc parfois, l'amour fait faire des folies, parce que quand même, être roi, c'est pas... Et en plus, en Angleterre, c'est pas... Ouais, c'est vrai que on le voit encore que c'est toujours mal vu. On a eu l'histoire... de Harry qui part de Grande-Bretagne, qui renonce aussi, en fait c'est quasiment la même chose, il renonce, c'est vraiment typiquement la même chose, il renonce à ses titres, etc., et à la royauté britannique pour cette actrice venue d'outre-Atlantique. Merci pour ton histoire, on va revenir dans du un petit peu moins historique, puisque Clara, tu nous racontes l'histoire d'Isabelle, 24 ans. Oui, moi je vais vous parler d'une jeune femme qui est très timide à la base et réservée. Elle habitait au 6e étage de son immeuble et un coup de foudre, justement, j'en parlais tout à l'heure, de son voisin qui s'appelle David. Elle a décidé, de par sa timidité, de pas aller en face et lui dire « Oui, je suis tombée amoureuse de toi ». Elle lui a écrit des lettres anonymes où elle y laissait des petits indices d'elle-même, de sa personnalité ou même de sa personne physiquement. Elle s'étonnait de ne pas avoir de réponse, de ne pas avoir de signe quand ils se croisaient dans les couloirs. Donc, un peu par folie, elle a décidé d'aller fouiller les poubelles de son appartement. Donc, elle espionnait David pour savoir vers quelle heure il allait les déposer. Elle a remonté les poubelles chez elle, elle les a fouillées. Et ce jour-là, malheureusement pour elle, elle a remarqué des cotons de maquillage. C'est douté que David avait déjà le cœur pris. C'est quand même dommage qu'elle ne l'ait pas remarqué, parce que si elle l'espionne et qu'elle voit pas qu'il a une copine, c'est quand même que c'est une très mauvaise espionne. Et de quoi ça fait des folies. Et moi, cette histoire-là me fait un peu penser à les érotomanes, je pense que c'est ça le nom. C'est des personnes qui tombent follement amoureuses, mais de manière folle, réellement, de certaines stars ou de personnes dans la rue, de professeurs, etc. Et qui seraient prêts, littéralement, dans le cas de ces pathologies-là, à tuer en fait pour ça. Et donc ici on en rigole, Isabelle elle fouille les poubelles, mais en vrai c'est une problématique assez effrayante. Et c'est là que quand tantôt on parlait qu'il y avait un truc supérieur, il faut se rendre compte que l'amour c'est quand même puissant. Simon, tu restes quand même sur un truc très pragmatique lorsque tu vois ce genre d'histoire où en fait tu te dis mais juste pragmatiquement c'est pas possible d'être comme ça. Bah si, c'est possible parce que les réactions chimiques qui se passent dans ton cerveau lorsque tu es amoureux sont similaires à, je pense, à de la prise de drogue dure. Donc oui, quand on voit les gens qui sont sous l'influence de drogue, on les voit, ils font des choses complètement folles, complètement dangereuses. Et l'amour, à certains niveaux, produit les mêmes réactions, voire pire. Donc c'est pas étonnant du tout que des gens fassent ça finalement. Bah ça va, arrête de me prendre de haut comme ça. vous l'auriez fait par amour comme ça, aller pour fouiller les poubelles ou aller plus loin, faire des choses terribles par amour? Non, parce que je connais des gens qui l'ont fait et c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. C'est parce que ça peut prendre des tournures assez graves, mais je pense pas jusque-là. Ok, mais non, j'hésitais pas jusqu'à tuer. Hein. Non, mais même fouiller les poubelles, je fais pas ça. Même fouiller les poubelles, c'est trop. Je vais prendre mon cas personnel. Je pense que la chose la plus folle, entre guillemets, par amour que j'ai pu faire, c'est faire quasiment 1000 km pour aller voir cette personne alors que ça faisait quelques mois qu'on est ensemble et j'ai 17 ans, donc amour de jeunesse en plus de ça. Donc, je pense que c'est ma plus grande folie, donc je pense que c'est possible. C'est courageux, mais il faut rester dans un cadre certain. Moi, je pense qu'à partir du moment où il faut qu'on aille si loin en fait, pour s'investir en amour ou faire en sorte que ça marche, peut-être qu'en fait il y a plus simple à trouver après,
qui sait, ça tu vis ou tu vivras une histoire de dingue à 1000 km, pourquoi pas. On va rester sur ces mots-ci. Alors, on a parlé d'amour ici pendant 1 heure, c'était notre thématique du mois chez Scanner. Chaque mois, on a une thématique différente. Ici, c'était les relations. Et donc, aujourd'hui, on a parlé des relations amoureuses. On aura l'occasion en radio sur Econex FM de parler de relations amicales, plutôt pendant 1 heure, dans le plus ou moins le même format d'émission, mais vous voyez pas nos belles têtes. Avec, est-ce qu'il y a les mêmes personnes en radio ? Moi, oui. Ouais, pas tout le monde, mais vous retrouvez quand même plus ou moins les mêmes voix. D'ici là, je vous invite à revisionner ou à repartager cette émission sur les différentes plateformes. On a normalement tout, Facebook, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube, bref, un jour j'arriverai à toutes les dire. Mais chez Scanner, on a pas mal de choses, donc vous nous retrouverez, scan-r.be. C'est de ce côté-là, je me suis pas trompé cette fois. Et le mois prochain, on abordera une thématique différente, toujours un sujet qui concerne les jeunes, et ce sera toujours le 3e vendredi du mois. On se retrouve dans un mois. Passez une très belle fin de journée et profitez de l'amour.